Merci d'être, présent et présente ce soir, pour, cette conférence. On a la chance d'accueillir Florence Baugé, qui est du coup, qui a été journaliste au Monde pendant 16 ans, chargée des pays du Maghreb. Elle est autrice du livre que vous retrouverez à l'accueil, Algérie, une guerre, sans gloire, qui a été publié une première fois en 2005 et qui a été republié, pardon, cette année, en 2025. C'est le récit d'une enquête de longue haleine en Algérie et cette, nouvelle édition a été enrichie par une préface de Malika, Rahal et de Fabrice Repucci, qui sont de très bons historiens sur la guerre, d'Algérie, sur l'histoire de l'Algérie. On accueille également Christophe Lafaille, qui est archiviste, docteur en histoire contemporaine, à l'université d'Aix-Marseille. Il est chercheur associé également, à l'IR3S, j'espère que je prononce ça bien. Ses travaux, pardon, sur l'usage, d'armes chimiques, de gaz chimiques pendant la guerre d'Algérie ont nourri le documentaire Algérie, section armes spéciales, qui a été, réalisé par Claire Billet, et qui a été, très récemment programmé puis déprogrammé, sans raison, spécifique. Cet événement, il intervient, la conférence de ce soir, je veux dire, il intervient, alors que les tensions entre Alger et Paris sont assez intenses, sur différentes questions, à la fois sur des tensions toujours mémorielles, mais aussi sur des questions migratoires. Hem on est à un point où il est peut-être nécessaire, aujourd'hui à nouveau de réinterroger, le passé commun entre la France et l'Algérie qui se cristallise souvent autour de, la colonisation, de la France en Algérie et de la guerre, d'indépendance. Ce passé, il est encombrant non seulement parce qu'il divise, mais surtout parce qu'il est assez, encore aujourd'hui enfoui, sous des couches de déni et un silence d'État, hem, mais aussi, des récits nationaux tronqués, aussi bien au niveau, français qu'au niveau algérien. Parmi les chapitres les plus occultés, de cette guerre, il y a les violences sexuelles, la torture systématique et l'usage d'armes chimiques, qui apparaissent encore comme des angles morts majeurs, aujourd'hui, qu'il s'agisse des viols perpétrés sur les femmes, mais également sur les hommes, des méthodes de torture, appliquées à grande échelle ou des expériences chimiques menées par l'armée française en violation totale du droit international. Ces pratiques, pourtant documentées, restent, marginales dans les représentations publiques. Elles sont peu abordées dans l'espace, scolaire, mais elles sont aussi absentes des processus de reconnaissance, officiels. C'est cette zone grise du coup de l'histoire qu'on va interroger ce soir. Comment surmonter le silence et le déni qui entourent ces violences d'État pour les intégrer pleinement à nos récits nationaux? Et ce faisant, comment ouvrir de nouveaux chantiers de recherche, de reconnaissance et de coopération franco-algérienne en vue d'une mémoire partagée et d'une véritable justice mémorielle? Alors Florence, le témoignage de enfin, ce documentaire montre assez bien que les témoignages sur les viols commis pendant la guerre d'Algérie, sont assez rares. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous expliquer pourquoi, cette violence qui a pourtant été massive reste taboue à la fois en Algérie, mais également, en France? Et les témoignages, sur ça? Oh, bah, parce que hier comme aujourd'hui encore, c'est la honte, suprême, c'est la torture la pire que puisse, subir une femme et un homme. Parce que ce qui manque dans ce dessin animé, mais qui figure dans la bande dessinée et dans le livre, c'est le viol des hommes. Le viol des hommes a été encore plus massif que celui des femmes. C'était la sodomie par la bouteille et vous imaginez les dégâts physiologiques autant que psychologiques qui s'en sont suivis, et ceux-là ont été pratiqués dans les gendarmeries et les PC, les commissariats dès 1830. Donc, votre question, je suis désolée, je l'ai oubliée. C'est pourquoi est-ce que ça Pourquoi est-ce que reste c'est tabou? toujours ça reste tabou? Bah, le viol, c'est la honte suprême en Algérie, ça l'est aussi en France, et les violeurs, ce sont pas eux qui s'en sont vantés. Mmh. Et puis vous n'avez pas d'ordre écrit, donc vous avez rien dans les archives. Personne n'a jamais demandé, aux troufions, qui circulaient dans les mechtas, qui faisaient des raids dans les mechtas, d'aller, violer les femmes et les jeunes filles et les adolescentes et même souvent les petites filles. Moi, je connais une famille à Alger où, sur, heu, sur 6 filles, 5 ont été violées et la dernière avait 7 ans. Donc c'est vous dire que c'était vraiment un phénomène assez généralisé. Pourquoi en France, on n'en parle pas et on le reconnaît pas?
Parce que je vous dis, il y a pas de trace écrite, ça fait pas partie des archives, parce que c'est la honte suprême, y compris de la part des violeurs. Et puis parce que collectivement, c'est pour nous, je pense, comme toute reconnaissance sur les méfaits de la colonisation, c'est trop dur à accepter de la part des Français. Ils ont une impression presque d'injustice en disant: «Mais moi, j'ai jamais torturé, j'ai jamais violé, on veut me faire porter cette responsabilité». Bah oui, on a quand même une responsabilité collective, même si on n'était pas né en 1830, la façon dont ça s'est passé. Il faudra peut-être qu'un jour l'État le reconnaisse et ne ça ne suffit peut-être pas d'aller, tous les 5 ans, tous les 10 ans avec, 60 ans de retard, reconnaître que l'un, Ali Boumendjel, Maurice Audin, Larbi Ben Midi ne se sont pas suicidés, mais ont été tués sur ordre de leurs supérieurs militaires et qui eux-mêmes, Massu me l'a bien dit, tenaient ces ordres des politiques. Donc si vous voulez, il y a vraiment une responsabilité de l'État français qui est encore terriblement, masquée. Christophe, sur la Oui. même question. Mais sur cette question, moi je dirais déjà que le travail de Florence a été vraiment extrêmement important. Moi je me souviens encore, jeune étudiant à Bordeaux, découvrant ce travail et ouvrant les yeux sur sur ces violences-là. Ça avait été un choc particulièrement. Il y a une dizaine de jours, j'étais dans les Aurès à Batna et puis en train de travailler un petit peu dans dans les villages un petit peu autour sur d'autres types d'opérations. Et ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que les langues commencent à se délier, y compris chez les hommes. Moi, plusieurs hommes sont venus me voir en me disant, vous savez, sur cette opération, au début, quand ils ont investi le village, les femmes ont été violées. Et donc, les Algériens commencent à en parler. Et pour mesurer quand même l'importance de ce pas, il faut savoir que dans la culture chaoui en particulier, c'est la femme qui porte l'honneur des familles. Et ces questions-là, effectivement, sont extrêmement délicates à aborder, vraiment très, très, très difficiles. Donc, il y a une parole qui commence à se construire chez les hommes, et ça, c'est aussi quelque chose d'important, mais encore chez les femmes. Voilà, il y aura encore sans doute un travail, mais extrêmement délicat à faire. Et ce que je peux dire aussi sur cette thématique-là, c'est que dans les témoignages des soldats français que j'ai recueillis des sections armes spéciales, systématiquement, pratiquement 9 fois sur 10, encore une fois, j'ai eu des témoignages de viol. Voilà. Donc, ce qui montre encore une fois, alors ces unités étaient un peu particulières parce qu'elles arrivaient sur les opérations. Alors, on les appelait, elles arrivaient alors que l'opération était déjà lancée, etc. Donc, souvent, elles arrivaient dans un dispositif et elles assistaient à ce type d'exaction. Et voilà, sur ces questions-là, oui, on en parle. Ça commence en Algérie et en France aussi chez les anciens combattants. Et je crois qu'il faudrait accompagner cette parole par des études et par d'autres dispositifs un peu plus massifs, parce que je pense qu'à l'image de la torture aussi, on est sur quelque chose de très massif sur l'ensemble de l'Algérie. Du coup, pour poursuivre un peu, vous avez dit que le livre de Florence Bozet vous avez un peu éclairé lorsque vous étiez étudiant. Aujourd'hui, vous le rééditez. Pourquoi cette réédition? Le livre n'a pas pris une ride, si je peux dire, depuis, sa première édition en 2005, mais là, je l'ai enrichi, mis à jour et accompagné d'une préface de Fabrice Riceputi et Malika Rahal, qui sont deux historiens qui ont l'avantage énorme, non seulement de travailler sur les archives, mais d'aller faire du terrain, comme Christophe. Et c'est essentiel, finalement, pour recueillir la parole des Algériens avant qu'elle disparaisse de l'espace public. Parce que j'entendais, Christophe qui disait, il faudrait maintenant les gens commencent à parler, mais la plupart des témoins et des victimes ont déjà disparu. Vous comprenez? Quelqu'un comme, Louisette, maintenant elle a 87 ans, et celles qui n'ont pas parlé de leur viol, elles n'en parleront plus. C'est fini. Donc c'est un peu tard. Je me souviens avec amertume de Chirac, au moment du retour de mémoire des années, 2000. Jacques Chirac qui faisait exprès de dire en prenant un air de vieux sage: «Laissons faire, au moment des révélations d'Ossarès et regrets de Massu, tout ce travail fait par le monde et l'humanité». Chirac disait: «Laissons faire, les historiens». Mais en fait, les historiens avaient déjà fait pas mal leur travail. C'est plutôt
laissons du temps au temps pour que tous les témoins disparaissent, les acteurs et les témoins. Et il y avait de quoi être gêné parce que l'ancien chef d'état-major de François Mitterrand, par exemple, le général Schmitt, a été lui-même à la tête d'un des pires centres d'interrogatoire à Alger en 1957, l'école Saroui. Donc évidemment, il y a malaise. Est-ce que d'une certaine manière, on peut parler, de quelque chose de structuré et d'organisé dans la torture et dans le viol? Dans votre ouvrage, on voit que c'est quelque chose qui est quasi systématique. Vous dites encore que ça arrive 9 fois sur 10, pardon. En tout cas pour le viol, pour la torture, on voit que ça a marqué les morts de tout le monde, toutes les personnes qui ont participé à la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est quelque chose qui a été, qui est systémique, structuré au sein de l'armée française et est-ce qu'on peut dire surtout que le gouvernement français a été complice? Plusieurs questions à la fois là. Ça fait plusieurs questions, je vais m'arrêter ici du coup. Je vous Je écoute. réponds avant peut-être Christophe. Oui, il n'y a aucun doute que c'était un système, et ça a été institutionnalisé, et le mot a été prononcé par Massu quand je l'ai interviewé en juin 2000, et quand il a émis pour la première fois ses regrets, il m'a dit que ça avait été institutionnalisé, et qu'il se demandait comment on avait pu, à l'époque, en France, le supporter, en le sachant plus ou moins. Donc oui, il n'y a pas de doute. Les viols, je dirais que ça a été très généralisé, mais pas vraiment institutionnalisé. Je vous le répète, il n'y avait pas de mot d'ordre, ni même d'encouragement certainement des politiques disant « allez-y les gars, violez à tour de bras ». Même Massu a été horrifié quand il a su ce qui était arrivé à Louisette. Et j'ai appris après coup une conversation que Ossarès et Massu ont eu au domicile de Massu. Ça devait être à peu près en 2001 ou 2002. Ossarès s'est plaint auprès de Massu de moi, de mon travail du Monde, en disant vous ne trouvez pas que Florence Bauger en rajoute un peu sur le capitaine Graziani en prétendant qu'il a violé Louisette Irilarise, et pas seulement Louisette, parce que moi je connais 2 autres femmes au moins qui ont été violées par Graziani. Et il paraît qu'à ce moment-là, et ça c'est 2 témoins qui me l'ont raconté, dont Ossarès, Massu avait Graziani en était bien capable. Donc, institutionnaliser la torture, oui, il n'y a absolument aucun doute à ça. Le viol, pas vraiment. Mais le paradoxe, si vous voulez, c'est que, par exemple, les estimations de Gisèle Halimi, quand une femme algérienne était arrêtée 9 fois, et interrogée, 9 fois sur 10, elle était violée. Et ça ne veut pas dire que 9 militaires sur 10 violaient, vous comprenez? C'était une infime minorité qui violait. Mais ça suffisait à ce qu'une majorité de femmes interrogées soient violées. On peut dire que c'est plutôt, une arme de guerre, comme les autres. Moi, je pense qu'avant d'être une arme de guerre, c'était une arme de défoulement. De défoulement. Dans les mechtas, les raids dans les mechtas, il n'y a pas de doute que c'était un défoulement. L'un des appelés que j'ai interrogé, parce que j'ai fait un long chapitre, une longue enquête qui est sortie dans Le Monde et dans mon livre sur les anciens appelés en Algérie. L'un d'eux, Benoît Ray, me dit que quand il vit toujours ce monsieur, quand il arrivait dans les villages, leur supérieur leur disait, ce qui n'était pas le cas de tous les supérieurs, mais dans son unité, violez mais faites ça discrètement. Ouais, violez mais faites ça discrètement. Mais je vais vous étonner, je pense que c'était pour les appeler, les rappeler, tous ces jeunes qui avaient 18 ou 20 ans, ou 25 ans à l'époque, ça a été un de leurs pires traumatismes. Je ne parle pas des violeurs eux-mêmes, mais de ceux qui ont assisté impuissants à ce genre d'exaction. Ils se sont, comment vous dire, ils l'ont regretté toute leur vie. Et il y a une psychologue qui s'appelle Marie-Odile Godard qui m'avait, à l'époque, dans les années 2000, bien expliqué ce phénomène. Elle s'occupait de traiter les anciens appelés en Algérie victimes de traumatisme, vous savez, le PTSD, comme on dit, le traumatisme, stress post-traumatique. Et elle m'a dit que tous, ce qui les avait fait basculer, c'était toujours les scènes de viol. Toujours. C'était pas seulement les tortures, c'était les scènes de viol. Donc, c'est vous dire que ces jeunes-là, il y a toute une génération qui a été abîmée par ce qui s'est produit, ce à quoi ils ont assisté impuissants. Et si on veut aller croissant dans l'horreur, il y avait aussi les viols par des chiens. Et il y a dans le livre, je le dis, et en Algérie, des
des témoignages ont été recueillis, notamment par Daoud Gerbal dans l'un de ses livres. Il y a pas de doute à ça. Il y avait le camp de Ksar-e-Tir, par exemple. Il y avait des molosses, des bergers allemands qui avaient été dressés pour ça, pour violer les hommes. Donc là, c'était en effet un système. Et si on n'est pas allé voir les témoins dans les temps, si on les a pas recueillis, qui saura ça? On croira que c'est un simple dérapage. Mais les viols n'ont pas été un simple dérapage. En fait, il y a eu effectivement une tolérance très largement partagée, je pense, dans certaines unités, pas dans toutes. Mais lorsqu'on observe un peu plus, qu'on élargit un peu la focale à cette époque-là, aux guerres coloniales ou même aux guerres impériales, comme la guerre américaine par la suite au Vietnam, on se rend compte qu'aussi atteindre le corps des femmes, c'était d'une certaine manière atteindre l'adversaire. Ce qui se passait souvent lors de ces opérations, c'est que les femmes restaient au village. C'était les premiers contacts en fait que les militaires français avaient avec la population, c'était les femmes et les enfants, puisque les hommes étaient souvent au maquis et les jeunes hommes étaient partis pour éviter soit l'arrestation, soit pour fuir le service militaire. Donc, s'en prendre à ces femmes, c'était aussi d'une certaine manière humilier, toucher, s'en prendre à l'adversaire. Donc, il y avait aussi, je dirais, plus qu'une symbolique, une utilité aussi à ces viols qui ont été effectivement très répandus. Les premières victimes, c'est les femmes et aussi les hommes algériens, ça il faut le dire. Mais il faut aussi souligner voilà, que aussi beaucoup de militaires français, comme vous l'avez fait Florence, ont été traumatisés. Moi, j'ai le cas d'un témoignage que j'ai recueilli chez un appelé du contingent qui était dans une section armes spéciales, donc qui utilisait les armes chimiques. Paradoxalement, son traumatisme n'était pas d'avoir utilisé les armes chimiques, mais c'était d'un jour, à la fin d'une opération de grotte, avoir vu sortir un homme et une jeune femme qui étaient tous les deux au maquis et qui venaient de se marier. Et pendant toute la nuit, la jeune femme a été violée par l'unité qui faisait le bouclage. Et le lendemain, quand cet officier est reparti, il est passé à côté de l'Algérien qui lui a dit, écoute, maintenant je peux mourir. Et en fin de compte, ça l'a dévasté parce que cet appelé du contingent, il venait de se marier quelques semaines plus tôt. Donc il s'est projeté, il a dit, ben, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma femme. Donc effectivement, les premières victimes, ce sont les femmes et les hommes algériennes, mais les appelés aussi, pour beaucoup, ont été traumatisés. Dans la même unité, il y a voilà, un autre souvenir qui me vient comme ça au fil d'un témoignage. C'était un appelé, encore une fois, d'une section armes spéciale de la même unité, qui était arrivé sur une opération et qui avait vu des parachutistes rigoler pendant qu'ils passaient à tour de rôle, violer une jeune femme sur une Jeep. Voilà. Et en fait, son plus grand traumatisme, c'est d'avoir rien fait, c'est d'être passé à côté et de ne pas avoir trouvé le courage de faire quelque chose. Donc, voilà, ces témoignages, ils sont omniprésents. Il y a une utilité opérationnelle, il ne faut pas oublier de dire qui en étaient les premières victimes, mais aussi ça a laissé des traces, bien évidemment, dans les appelés chez les appelés du contingent qui ont assisté à tout ça. Et puis je pense aussi qu'il faut le remettre en perspective aussi dans la question du viol au sein de la société française, parce que le viol a été reconnu, enfin, voilà, grâce encore une fois au travail de Gisèle Halimi, mais bien plus tard, bien après 1962. Donc il y a aussi dans cette question-là à interroger la place de la femme au sein de la société française, parce que ces jeunes hommes qui sont en Algérie transportent aussi les représentations de la France de cette époque-là. Alors vous parlez de marques qui sont laissées à la fois sur, du coup, les Algériens, mais aussi les Français envoyés. On peut peut-être, du coup, parler un peu plus du documentaire de Claire Billet, basé sur vos travaux, section armes spéciales, hem, qui, du coup, révèle l'usage d'armes chimiques, de gaz toxiques, en Algérie pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'ampleur de cette utilisation et de ces pratiques? Est-ce que s'il y avait quel était l'objectif militaire, en fait, de l'usage, des armes chimiques? Et même chose que pour le viol et la torture d'une certaine manière. Comment expliquer, le silence qui entoure, ces pratiques-là, pendant la guerre d'Algérie?
Alors, les objectifs militaires, alors utiliser les armes chimiques dans le cadre de la guerre d'indépendance algérienne, pour l'armée française, ça avait une utilité principale, c'était de pouvoir mener en fait un combat contre les indépendantistes qui se réfugiaient soit dans les grottes, soit dans des casemates, qui étaient des abris aménagés, soit parfois dans des silos à grains, des structures souterraines qui étaient détournées justement pour leur permettre de s'abriter. Donc la LN, l'Armée de libération nationale et le Front de libération nationale utilisaient ces structures souterraines à la fois pour pouvoir faire des centres d'opérations militaires, mais aussi des hôpitaux, des lieux de stockage, des lieux de vie, parfois même des lieux aussi de repos. Donc il y avait toute une dimension souterraine de la guerre d'indépendance algérienne, qui d'ailleurs a été très largement sous-étudiée et qui était très importante en tout cas pour la LN, pour essayer de résister à la puissance militaire française. Donc l'intérêt qu'avait l'armée française à l'utilisation de ces armes chimiques, c'était de pouvoir mener des assauts contre ces refuges souterrains sans exposer trop les hommes. Parce que voilà, mener un assaut militaire contre un refuge souterrain, l'avantage est bien sûr aux défenseurs et les pertes pouvaient être extrêmement importantes. Donc l'utilisation de l'arme chimique permettait en tout cas de prendre un avantage tactique, soit de faire sortir les indépendantistes, et là, il y avait d'autres avantages parce qu'on pouvait les interroger, on pouvait voilà, obtenir des renseignements, ou alors, s'ils restaient dans les grottes, on les tuait. Voilà. Et l'autre avantage que ça a représenté plus tard, c'est que ces gaz avaient une persistance. Donc, l'armée française, enfin, l'armée coloniale de l'époque les réutilisait régulièrement dans les grottes pour empêcher leur utilisation, leur nouvelle utilisation par l'armée de libération nationale. Voilà. Donc, c'était un petit peu tout ça, je dirais, l'explication, en tout cas militaire, de l'utilisation de ces armes chimiques. Donc, ce que l'on sait à l'heure actuelle, donc ce que les archives déjà ont permis, enfin les archives qui sont accessibles, parce que ça on y reviendra peut-être, mais il y a un vrai problème encore d'accès aux archives. Les archives qui sont accessibles nous ont permis déjà de retracer la chaîne de responsabilité politique, puisqu'il y a une décision politique, bien évidemment, qui soutient cette utilisation des armes chimiques. Donc cette décision politique, elle est prise par la 4e République, le gouvernement Guy Mollet en 1956, avec un certain François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur à cette époque-là, que l'on voit dans le documentaire, Maurice Bourgès-Monory, qui est ministre de la Défense, qui lui prend la décision formelle de l'emploi de ces armes chimiques, et avec la responsabilité aussi de Max Lejeune, qui est secrétariat d'État terre dédié à l'Algérie, qui lui aussi est actif dans ce processus de décision. Donc, ce que l'on sait, c'est que ces méthodes-là, elles ont été expérimentées sur le terrain pendant toute l'année 1956. Et là, la responsabilité, c'est l'état-major des armes spéciales, qui dépend de l'armée de terre à cette époque-là. C'est le général Charles Eyret, qui à l'époque commande cet état-major. Alors, on le connaît, le général Eyret, parce que c'est lui qui s'est montré beaucoup sur la question des essais nucléaires. Mais ça a été aussi le père de l'emploi des armes chimiques. Et ça, sa biographie officielle ne le mentionne pas du tout. Voilà. Donc c'est lui qui a porté cette décision-là, c'est lui qui a suivi les expérimentations sur le terrain. Et ces expérimentations qui ont duré toute l'année 1956 ont abouti au 1er décembre 1956 à la création de la première unité. C'était la batterie armes spéciales du 411e régiment d'artillerie antiaérienne qui était à Sidi Ferruch, qui était la première unité créée spécifiquement pour utiliser ces armes chimiques en opération, écrire une doctrine, donc un manuel d'emploi pour optimiser cet emploi des armes chimiques, et ensuite former d'autres unités. Donc tout ça, les archives nous l'apprennent. On sait qu'il y a entre 1957 et 1959 119 équipes de grottes qui vont être créées sur l'ensemble de l'Algérie. Et à partir de mai 1959, à la faveur d'un redécoupage des zones militaires en Algérie, ces 119 unités vont être regroupées en une vingtaine de sections armes spéciales, voilà, qui, encore une fois, vont être disséminées sur l'ensemble de l'Algérie. Pour en finir avec cette question de la chaîne de responsabilité, ce que l'on voit aussi dans le film, c'est que l'effort de rationalisation de l'emploi de ces armes chimiques est porté par la Ve République, voilà, et totalement assumé par la Ve République. Et dans le document que l'on voit dans le documentaire, il y a une signature qui attire tout de suite
le regard des historiens, c'est la signature donc, du colonel de Boissieu, qui signe justement l'ordre du général Schall de rationaliser et d'intensifier l'emploi des sections armes spéciales. Et ce colonel-là, c'est le gendre du général de Gaulle. Donc, on ne peut pas imaginer que le général de Gaulle, à cette époque-là, n'est pas lui-même au courant de l'emploi de ces armes chimiques. Donc, déjà, les archives nous ont permis déjà de retracer tout ce processus de décision. Et on voit que c'est porté à la fois par le pouvoir politique et totalement aussi assumé et porté en collaboration avec les militaires. Là, il y a vraiment, je dirais, un coportage, en tout cas de cette décision-là, qui est totalement clair et limpide. Après, les archives nous permettent, pour l'instant celles qui sont ouvertes, m'ont permis à peu près d'identifier environ 450 opérations, mais il y en a beaucoup plus parce qu'il y a encore beaucoup de cartons d'archives qui sont fermés, et ces opérations donc, se sont tenues sur l'ensemble de l'Algérie. Voilà. D'où l'importance aussi des études de terrain en Algérie même pour identifier les sites et continuer ce travail-là. Voilà. Pense, vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, ça c'est vraiment le domaine. Non, oui, il y a une chose, Christophe, que j'aimerais bien savoir. Dans le film, il est relativement peu question du napalm. Or, moi, ce qui m'a frappé, c'est son utilisation, en tout cas assez généralisée pendant la guerre de libération des Algériens. M'en ont parlé à la fois des victimes, des témoins et des anciens appelés. Et j'en revois un qui était un peu traumatisé, qui me disait c'est simple, en l'espace de quelques secondes, un homme était réduit à un ballon de football noir et qui rebondissait. Je me suis dit, c'est incroyable. Il le décrivait comme ça. Un homme était devenu un ballon de football noir qui rebondissait. Et ça, c'était le napalm. Mais le napalm, oui, est effectivement massivement utilisé. Alors, les bidons spéciaux, on en a parlé quand même dans les témoignages des soldats, je pense, dès le début des années 90. Mais c'est vrai que sur ces agents incendiaires, en particulier le napalm, il faudrait une étude globale qui soit faite, en tout cas à partir des archives de l'armée de l'air et recoupée avec les archives de l'armée de terre. Mais voilà, ce qui pose encore des questions sur l'accès aux archives et sur aussi les conditions du travail même au sein de Vincennes, voilà, parce qu'avec 5 cartons par jour, c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire un travail global et général sur ces questions-là. Mais effectivement, lorsqu'on a recueilli les témoignages avec Claire cet été, la question du napalm est revenue, bien évidemment, systématiquement. Il y a des archives à l'ECPLD qui montrent très clairement l'utilisation du napalm et du bombardement d'avions au napalm. Comme on a retrouvé aussi une vidéo avec Claire Billet de l'emploi des grenades chimiques à l'ECPAD. Donc il y a des traces, effectivement, mais toute la question maintenant, c'est aussi l'accès aux sources et les capacités réelles qu'on peut avoir pour travailler sur ces questions-là. Et on peut rappeler que la France était signataire des accords de Genève qui interdisaient l'utilisation du napalm, certainement, et j'imagine des armes chimiques. Et des armes chimiques, voilà. Alors ça aussi, c'est une question qui est assez intéressante parce que ça place aussi cette question de l'emploi des armes chimiques en Algérie dans un contexte un peu plus international. La France, effectivement, en juin 1925, là on va fêter les 100 ans du protocole de Genève là, au mois de juin. La France, en tant que premier État signataire, s'engageait à ne pas utiliser les armes chimiques en cas de conflit contre un autre État signataire. Mais à cette époque-là, le protocole de Genève n'avait rien prévu, ni pour ce qu'on appelait à l'époque la police coloniale, donc il y avait un vide, ni pour les guerres civiles, ni pour les autres types de guerres. On restait sur un protocole qui engageait en tout cas des États signataires. Et c'est un peu un vide qui a permis à de nombreux pays d'utiliser les armes chimiques depuis 1925. Et la France s'est engouffrée, bien évidemment, dans cette brèche, mais il n'y a pas eu que la France. Les États-Unis ont mené une guerre massive chimique au Vietnam par la suite. Et en Malaisie, les Britanniques ont aussi utilisé des armes chimiques, des défoliants. Donc ça a été globalement un mouvement qui a traversé les armées occidentales de cette époque-là. Il y a aussi ce que nous apprennent l'étude des archives diplomatiques, pour le coup, c'est qu'en 1925, au moment où se négocie, où se signe cet accord, il y a aux États-Unis, à ce moment-là, un syndicat
extrêmement puissants des producteurs d'armes chimiques qui mènent un lobbying très important pour, en tout cas, rendre de nouveau ces armes chimiques acceptables après la Grande Guerre. Donc, ces industriels vont faire la promotion de certains gaz, alors dits lacrymogènes ou de maintien de l'ordre, aux effets réversibles, qui permettraient de mener la guerre de manière plus humaine, puisque ça impacterait Comme les drones. faiblement l'organisme, etc. Mais finalement, c'est grosso modo grâce à cet argumentaire que certaines armées vont de nouveau se doter d'agents chimiques. Et le principal agent chimique qui est utilisé en Algérie, donc l'adamzite, c'est une création américaine de Adams en 1918, et ça fait partie de ces agents-là dont on vantait en fait les effets réversibles. Et lorsque l'on observe la manière dont Maurice Bourgès-Monory va tourner son ordre, son autorisation d'emploi des armes chimiques, on voit en fait revenir cet argumentaire sur des armes humaines, sur des effets réversibles, etc. Alors que tout spécialiste des armes chimiques vous dira qu'une arme chimique est mortelle, ça dépend du temps d'exposition, de la quantité de chimique et du volume dans lequel ces armes sont utilisées. Donc voilà, en fait, c'est un sujet qui touche à la fois l'étude des violences coloniales, parce qu'il y a aussi une spécificité de ces violences dans le contexte colonial, mais qui est bien plus globale aussi, et qui touche aussi d'autres pays et d'autres armées, alors occidentales. On a parlé des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, mais pas que. Le Japon aussi, en 1937, utilise des armes chimiques en Mandchourie. Donc, voilà, il y a une dimension aussi raciale qui est évidente, en tout cas, dans les mécanismes d'emploi de ces armes chimiques. Voilà, juste pour finir sur ce point-là, j'ai un témoignage encore une fois c'était un engagé d'une section armes spéciales qui me disait, mais en fin de témoignage, il m'a dit, mais si on avait réellement considéré que ces personnes-là étaient nos égaux, on ne se serait pas permis d'utiliser ces moyens. Voilà, je crois qu'il a résumé en fait le moteur principal en fait qui a justifié et permis en tout cas l'emploi de ces armes dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Vous en avez déjà un peu parlé, mais peut-être qu'on peut du coup, un peu plus développer. Vous avez tous les 2 été sur le terrain pendant de longues années, pardon, pour vos enquêtes, sur l'Algérie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos méthodologies, à la fois, du coup, sur les archives, mais aussi sur le fait de rencontrer des personnes, de faire des entretiens, Moi, j'imagine que j'ai commencé avec, avant Christophe, parce que moi, c'était surtout les années 2000. J'ai enquêté, en fait, sans le vouloir, sur la guerre d'Algérie. J'étais chargée par Le Monde de couvrir l'Algérie des années 2000, et non pas la guerre d'Algérie. Mais ça revenait tout le temps dans les conversations, ça me frappait beaucoup. Les gens me parlaient tout le temps de la guerre d'Algérie. Je ne savais pas s'ils me parlaient de la guerre d'indépendance ou s'ils me parlaient de la guerre, la décennie noire, qui venait de se produire, toutes les années sanglantes, entre les islamistes armés et l'armée. Et à chaque fois que je les interrogeais en disant: «Mais de quelle guerre vous me parlez?» curieusement, c'était toujours la guerre d'indépendance. Donc quand on nous dit: «En fait, tout ça est digéré, on n'y pense plus et tout», je pense que Christophe, qui est allé plus récemment que moi en Algérie, pourra le confirmer, ça reste omniprésent dans toutes les familles. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne pensent qu'à ça, mais ça reste omniprésent. Donc là encore, j'ai oublié la question. peut-être aussi votre méthode, enfin La votre méthode, bah, peut-être, c'est une méthode de journaliste, c'est-à-dire qu'on écoute les gens, on les interroge. Heu, dans mon cas, ils sont jamais coincés, c'est-à-dire que j'avais pas d'enregistreur, j'ai jamais pris d'enregistreur. Je sais que c'est courir un risque, mais l'enregistreur, pour moi, c'est un peu comme une caméra ou un micro et ça peut bloquer la personne pour parler. Donc je préfère écrire, ça ce qui me permet de relever la tête et de la regarder de temps en temps et aussi de ne pas la regarder et de la laisser dans sa gêne pouvoir, avancer, progresser, cheminer, mais qu'il n'y ait pas d'enregistrement. Donc moi, j'ai toujours fait sans enregistrement. Hem, je pense qu'il faut du temps, il faut de la patience et puis, il faut de l'empathie pour les victimes, pas trop d'empathie pour les bourreaux. Et les bourreaux, pour moi, c'était surtout au Sarrès puisque je l'ai rencontré à de nombreuses reprises, mais, heu
Je me donne comme excuse la célèbre phrase de Pierre-Irénée Marou, qui était un historien, qui était le maître à penser d'un autre très bon historien qui s'appelait Pierre Vidal-Naquet. Et il paraît que Marou disait toujours: il faut de tout pour faire l'histoire, même l'ordure. Et j'ai trouvé que c'était une bonne expression, avec de la patience, et même un Osarès, on arrivait à le faire parler. Oui. Merci. Sur la méthodologie, enfin, je pourrais répondre à deux niveaux. Le premier, d'abord, c'était pour moi un cheminement de recherche, un cheminement personnel, c'est-à-dire que j'ai découvert ce sujet sur l'Algérie euh, dès mes travaux sur l'Afghanistan. Voilà, parce que j'ai réalisé ma thèse sur l'engagement de l'armée française en Afghanistan. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est que l'armée française s'autorisait pour la première fois, sans doute depuis 1962, de revisiter ses pratiques algériennes, ses tactiques, ses techniques et ses procédures de combat, et se les réapproprier pour préparer ses soldats à l'Afghanistan. Et en travaillant sur une section du génie spécialisée qui intervenait en milieu souterrain, la section de fouille opérationnelle, alors qui n'utilisait plus les armes chimiques, mais qui utilisait en tout cas les retours d'expérience de combat souterrain de l'Algérie, j'ai pris connaissance de l'existence de ces sections armes spéciales en Algérie. Donc j'avais noté ce petit élément dans un coin de ma tête, et quelques années plus tard, en 2015, j'ai rencontré M. Yves Carnigno, que l'on voit dans le documentaire. C'est le monsieur avec les problèmes respiratoires, parce que les militaires français ont été aussi victimes des gaz qu'ils ont utilisés. Et c'est Yves Carnigno qui m'a fait prendre conscience du caractère chimique qui était lié à l'emploi de ces sections et du caractère massif de l'emploi des armes chimiques. Et à partir donc de M. Carnigno, j'ai pu avoir une porte d'entrée dans le réseau des anciens combattants des armes spéciales, et ce qui m'a permis de faire une première grande enquête, d'abord en France, sur la collecte des témoignages oraux et des archives personnelles des anciens combattants français. Plus tard, j'ai pu avoir accès entre 2015 et 2019 aux archives, aux premières archives qui s'ouvraient sur le sujet, et d'ailleurs à l'époque qui s'ouvraient assez largement sans aucune restriction, jusqu'à la brutale fermeture des archives en 2019, à la suite de l'application de l'instruction interministérielle, générale interministérielle 1300 sur le secret défense. En fait, le secrétariat général de la défense nationale et de la sécurité nationale obligeait en fait les centres d'archives à déclassifier à la pièce tous les documents qui étaient tamponnés secrets depuis 1940. Donc, ce qui a entraîné une surcharge de travail et donc une fermeture des archives. Donc, ces dispositions-là ont été attaquées devant le Conseil d'État par les historiens et les archivistes. Le Conseil d'État a cassé dans des mots très durs cette instruction interministérielle 1300, en disant dans ses motivations très clairement que ça ressemblait à un stratagème pour ne pas ouvrir les archives de la guerre d'Algérie. Donc ça, c'est le rapporteur du Conseil d'État qui l'a dit en juin 2021. Mais le ministère des Armées a profité de ce laps de temps pour complexifier encore l'accès aux archives militaires en faisant passer dans une loi antiterroriste du 30 juillet 2021 de nouvelles dispositions pour créer une catégorie d'archives sans délai de communication, des archives qui pourraient présenter encore un intérêt opérationnel. Donc voilà, ce sont des choses quand même extrêmement vagues. Et lorsqu'en 2021, j'ai voulu avoir de nouveau accès à ces archives sur la guerre chimique en Algérie, cette fois-ci, on m'a opposé une disposition de la loi de 2008 sur les archives, qui est l'article L213.2 sur les archives incommunicables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer des archives qui permettraient de localiser, d'utiliser ou de concevoir des armes de destruction massive. Alors, quand on regarde la genèse de la loi de 2008, le législateur, à cette époque-là, souhaite en tout cas éviter que des plans de bombes atomiques ou que des recettes d'armes chimiques soient communiquées dans les cartons. Mais bon, ces documents-là sont extrêmement rarissimes et ce n'est pas du tout ce que l'on va trouver dans des archives de la série H sur la guerre d'Algérie, par exemple. Voilà. Mais pour autant, le ministère des Armées utilise maintenant cette disposition-là pour refermer la grande majorité des archives qui sont liées à la guerre chimique. Voilà. Et c'est grave parce qu'il n'y a pas de recours possible et ces archives-là sont fermées perpétuellement. Donc, il n'y a aucun moyen, théoriquement, d'y avoir accès. Donc, c'est une surinterprétation de cet article de 2008, c'est un détournement de cet article de 2008 pour protéger en fait des secrets qui sont des secrets historiques,
mais qui ne sont pas des secrets techniques. Donc ça, pour l'instant, c'est la grosse difficulté. Pour autant, les archives et les témoignages des anciens combattants que j'ai pu collecter m'ont permis déjà quand même d'avoir un premier aperçu de cette histoire-là. Et le mouvement que j'ai opéré à partir de 2022, ben, c'est de passer de l'autre côté de la Méditerranée et ensuite d'aller en Algérie et de travailler avec mes collègues algériennes et algériens pour retrouver des sites, retrouver des témoins et discuter, parce que le travail de l'historien, comme aussi du journaliste, Ouais. c'est d'établir des faits. Donc, c'est pas parce qu'on trouve des archives qui nous disent quelque chose, c'est pas parce qu'on a des témoins qui nous disent quelque chose que c'est forcément la vérité. Donc, ce sont des éléments qu'il faut recouper, qu'il faut discuter, qu'il faut critiquer. Et le passage par l'Algérie, à ce titre-là, est indispensable. Et là encore, si le film a été un succès, et je tiens à le souligner, c'est qu'il y a une collaboration exemplaire avec les collègues chercheurs et chercheuses algériennes. Sans eux, on n'aurait jamais pu, en tout cas, avoir collecté des témoignages de cette qualité et réaliser ce travail. Et moi, la leçon que j'en tire, et qui est une leçon aussi qui devrait nous alarmer, et c'est pour ça que je dis à mes collègues algériens, mais allez-y sur le terrain, allez collecter vite ces mémoires dans les villages, c'est extrêmement important, parce que les archives françaises sont avant tout des archives de la dissimulation. Dans le cas des crimes de guerre, et dans le cas en particulier de la guerre chimique, ces archives cachent plus qu'elles ne dévoilent réellement. Donc, écrire l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne qu'à partir des archives françaises, c'est un regard biaisé. C'est quelque chose qui ne nous permet pas véritablement de comprendre ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Donc, ce mouvement vers l'Algérie, ce travail collaboratif avec les Algériennes et les Algériens, il est indispensable pour qu'on puisse établir véritablement les faits et cheminer vers la vérité. Voilà. Je pense qu'on en a tous besoin sur ces questions-là. Non, je repense à ce que Christophe dit, quoi. Les archives françaises sont celles de la dissimulation, elles cachent plus qu'elles ne révèlent. C'est effarant et consternant et bon, et en même temps, ça me surprend pas complètement. Je me suis toujours demandé finalement, eh, je comprends bien que les historiens se battent pour l'ouverture des archives, mais est-ce que vraiment vous allez apprendre énormément de choses que vous ignorez, si les archives étaient ouvertes? Déjà, si les archives étaient ouvertes, ça nous permettrait en tout cas d'avoir un petit peu plus de géolocalisation. Voilà, parce que grâce à un technicien du CNRS qui s'appelle Ludovic Grangeon, que je profite pour saluer, on a mis en place un système qui permet de convertir les coordonnées de chasse que l'on trouve dans les archives en points XY, en coordonnées géographiques, donc ce qui nous permet de localiser les sites des opérations à environ, avec une précision de 100 à 150 mètres. Donc déjà, les ouvertures des archives et les coordonnées géographiques nous permettraient déjà d'avoir un premier aperçu un peu global des opérations, en tout cas de nous donner des pistes de travail. Mais bien évidemment, ce travail-là ne sera pas suffisant. Il faut aussi qu'en Algérie, il puisse y avoir une collecte des mémoires qui puisse se faire au niveau des villages, parce qu'en Algérie, il y a déjà beaucoup d'historiens, même parfois des historiens amateurs. C'est connu, en fait, dans les villages et dans les régions, cet emploi des armes chimiques. Il y a déjà des choses qui ont été faites, des choses qui ont été documentées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler ensemble et réunir, en fait, recouper les archives et les travaux qui ont été faits sur place et en initier de nouveau, parce qu'en fait, il y a énormément d'opérations. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte aussi en travaillant sur le terrain en Algérie, c'est que les Algériens ont découvert l'ampleur de la guerre chimique. Les mémoires locales avaient conservé la trace de l'emploi de ces armes chimiques, mais ce que les individus ne se doutaient pas, c'est du caractère massif et généralisé et pensé et organisé sur l'ensemble de l'Algérie, voilà, de cet emploi des armes chimiques. Donc, oui, l'ouverture des archives en France n'est pas suffisante et c'est bien pour ça que moi j'appelle à un travail collaboratif, euh, d'ailleurs entre universitaires, mais pas que, puisque aussi, voilà, la mémoire des villages, elle est aussi conservée par des historiens amateurs, par les familles, etc. Donc, voilà, il faut que tout ça, en tout cas, fasse trace, fasse archive. Voilà, c'est ce que j'appelle les archives alternatives. Et pour comprendre, en tout cas, et établir des faits sur la guerre d'indépendance algérienne, on a besoin de ces archives alternatives. Voilà. Et il y a urgence. Comme vous le rappelez, les témoins disparaissent. On pourrait du coup
parler un peu des pistes qu'on a au niveau de la société civile, généralement, donc les universitaires, les journalistes, mais également les petites organisations. Est-ce que, on pourrait, peut-être un peu plus parler des réactions politiques, au niveau français, au niveau algérien? Pourquoi est-ce qu'il y a un silence, sur les mémoires de la guerre d'Algérie? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau-là pour qu'en fait les mémoires de la guerre, soient pleinement reconnues, et les actes notamment, comme la torture, le viol, l'usage d'armes chimiques soient reconnus, et mis en avant? Ouais. Ouais. Non, vas-y, moi j'ai qu'une réponse. L'affaire Apathy, Jean-Michel Apathy, qui a mis les pieds dans le plat il n'y a pas tellement longtemps, ça j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai toujours envie de dire loué soit Jean-Michel Apathy, parce qu'il a dit les choses avec une brutalité euh, euh, qui était nécessaire finalement. Il a mis les pieds dans le plat. Et il a à la fois l'autorité, le bagou, le tempérament, le caractère, tout ce que vous voulez pour tenir bon face à ses détracteurs, ce que moi, jamais j'aurais réussi à faire. Apathie, oui. Et je trouve qu'on a progressé énormément grâce à lui. On a avancé d'un bond, si vous voulez. Je parle au plan médiatique, mais on a besoin des médias, évidemment, pour cette connaissance et qui finalement finit par peser aussi sur les politiques. Donc pour cette reconnaissance, si vous voulez, dans des politiques, la responsabilité de l'État, il faut que les médias eux-mêmes soient mobilisés. Et quelqu'un comme Apathy a fait un bien absolument fantastique. Il a remis en lumière ce que les historiens savaient, mais ce que le français moyen ne savait pas, c'est-à-dire les atrocités de la guerre de conquête, et pas simplement de la guerre d'indépendance. Et en- le progrès par rapport à il y a 20 ans, quand moi j'avais commencé à travailler sur la guerre d'Algérie et la mémoire, et puis ce retour de mémoire des années 2000, c'est que maintenant on parle vraiment de la colonisation et de la décolonisation. On parle de tout ça, alors que dans les années 2000, ce qui s'est passé à Madagascar, au Sénégal, partout, oui, était absolument l'œuvre d'historiens très peu, quoi. Deltombe, des gens comme Thomas Deltombe, des gens comme ça, mais moi-même j'ignorais, si vous voulez. Et moi j'ai travaillé que sur la guerre d'Algérie et déjà j'ignorais déjà tout. Donc c'est vous dire combien on avait du travail à faire. On en a fait, on n'en a pas fait assez, mais je trouve que les choses quand même bougent et avancent. Je suis pas si négative que ça. Je suis plus inquiète des rapports franco-algériens que je trouve vraiment exécrables. Et je persiste à croire que c'est cette question de la mémoire qui, comme elle n'est pas réglée, revient comme un abcès, si vous voulez, tant que la France n'aura pas, je pense, reconnu solennellement toutes les exactions. Et à mon avis, mais ça c'est un avis personnel, présenter des excuses. Ce qui n'est pas une repentance inventée par la droite, l'extrême droite et Nicolas Sarkozy dans les années 2000, ce qui n'est pas une repentance, mais reconnu et présenter des excuses. Je pense qu'il n'y aura pas de solution satisfaisante et durable au rapport franco-algérien. Je le pense vraiment. C'est la toile de fond qui empoisonne durablement euh, les rapports entre Paris et Alger. Oui, peut-être juste un mot sur le silence politique, parce que c'est effectivement, lorsqu'on a préparé ensemble l'entretien, c'est quelque chose que j'ai partagé avec vous, sur les difficultés, sur la réception en tout cas du documentaire. Le documentaire a une réception extrêmement importante en Algérie. En France, finalement, les principaux médias n'en ont parlé que parce que ce documentaire, à un moment donné, a été déprogrammé. Ce documentaire met parfaitement en évidence que la 4e et la 5e République ont planifié, organisé et, fait la promotion de cette guerre chimique en Algérie. Et la seule chose qui nous manque finalement, c'est une réaction politique à la diffusion de ce documentaire, une parole. Et à l'heure actuelle, il n'y en a eu aucune. Voilà. Le film n'a pas été diffusé, il est accessible en ligne, mais on n'a toujours pas de date de diffusion sur France Télévisions. Donc je pense que voilà, ça éclaire aussi un petit peu le climat actuel en France autour de ces questions-là. Très rapidement, avant de passer aux questions du public, est-ce que, vous pouvez nous parler donc des pistes qui sont envisageables pour la société civile en Algérie, en France, pour justement, mettre en avant cette histoire, Mais c'est un peu ce que j'ai essayé aussi d'expliquer dans la presse, c'est qu'effectivement, si les relations sont tendues entre États, entre universitaires franco-algériens, lorsqu'on travaille sur des thématiques communes sur le terrain, c'est une parfaite collaboration. Je veux dire, voilà.
on travaille dans le même sens avec des objectifs communs qui est d'établir des faits, essayer de déterminer une vérité. Voilà, qui a des conséquences différentes que l'on soit en Algérie ou bien évidemment en France, avec des difficultés différentes que l'on soit aussi en Algérie ou en France pour travailler. Mais moi, j'ai toujours eu, en tout cas, des contacts extrêmement positifs. Et je pense que finalement, s'il y a un chemin pour la réelle réconciliation entre les pays, ça passe par les sociétés civiles et par ce travail partagé sur cette histoire, quoi. Voilà. Et je pense que voilà, c'est là où naissent finalement les plus belles choses et les belles expériences. Et pour finir sur la question des excuses, moi je dis, si on reprend en fait le concept judéo-chrétien de l'excuse et du regret, il faut avoir conscience de ce que l'on a fait pour pouvoir présenter des Tout à fait. excuses. Il faut l'accepter à un moment donné et Et l'intégrer l'assumer. et l'assumer pleinement. Et là, je pense que en tout cas sur la question générale du colonialisme, et en particulier de la guerre d'indépendance algérienne, on en est encore très très loin. Voilà. Très loin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il est l'heure donc de passer aux questions du public. Tout d'abord, pour Madame Beauvais, en tant qu'ancien rédacteur du Financial Times et à la BBC World Service, je veux vous dire toute mon admiration. Et pour vous aussi, monsieur. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'Algérie de 1834 à Oxford il y a 50 ans. Et c'est instruit par l'histoire de l'Algérie, de la conquête, de cette extraordinaire violence. Le deuxième gouverneur général de l'Algérie, le duc de Rovigo, disait dans ses rapports il faut éliminer la vermine arabe comme les Américains éliminent la vermine indienne. C'est écrit en toutes lettres, c'est très clair dès le début, et c'est toutes les colonisations. Bon. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mes deux histoires à propos de l'emploi des grains. Je traversais la Kabylie en 75-76 avec un chauffeur du patron de la Sonatrach en plein hiver. Et je vois que les arbres il y a de la neige, c'est très beau, on est en hauteur, et il y a des moignons d'arbres, il y a beaucoup d'arbres qui sont noirs. Bon, on descend, en français vulgaire pour qui c'est, je regarde mon chauffeur et je lui dis, mais est-ce qu'il y a eu un feu de forêt ici? Il me dit non, c'est le napalm. Ouais. Alors, je connaissais les histoires de la Kabylie, enfin bon, tout ça. Et il m'a dit, je dirigeais un groupe de combattants de la libération. Et nous étions ici, et un jour, il faisait très beau, du feu est tombé du ciel, et j'ai vu mes hommes, comme vous dites, devenir des boules de feu, des boules noires. Il me dit, ce jour-là, j'ai perdu la foi. Je mange du porc. Je n'ai jamais oublié la remarque parce que, bon, c'était la deuxième chose. Il y a une dizaine d'années, pour la première fois près de Tlemcen, je suis allé visiter des grottes dont j'ai oublié le nom, de magnifiques grottes à 30 km de Tlemcen qui s'étendent jusqu'au Maroc. Des combattants de la LN se sont réfugiés dans ces grottes. Elles ont été dynamitées. Elles ont été massacrées, des grottes préhistoriques. Donc voilà. Mais ces deux témoignages, et il y en a bien d'autres. Et comme vous dites, j'ai parlé à beaucoup d'amis algériens que j'ai au cours des années qui ont parlé, des gens qui ne parlaient pas, dans des maisons, un frère qui ne parlait pas. Et un jour, je dis, mais qu'est-ce qu'il a ton frère? Ah ben, il a été torturé à l'âge de 15 ans, donc il parle très peu depuis 30 ans. Et des histoires comme ça, comme vous dites, moi, c'est en tant que journaliste au Financial Times, mais il y en a, ça n'arrête pas. Merci beaucoup pour votre travail. Je voudrais remercier les deux conférenciers, particulièrement Florence Auger. Monsieur, je ne connais pas bien votre nom, donc c'est un témoignage qui, moi, en tant qu'Algérien des Aurès de Batna, avec une mère chaoui, ça me fait très, très chaud au cœur. Il faut que les nouvelles générations connaissent ça. C'est pour ça que j'ai demandé à notre ami si cette conférence, si ces débats, et aussi le film, le petit film, si ça serait sur le site de l'IREMO. Il m'a dit que oui. Je suis très content de ça. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une BD du film, enfin il y en a une? Comment s'appelle-t-elle? Le film est tiré de la BD qui est sortie dans la revue dessinée
dans la revue dessinée. Il faudrait que je vous retrouve le numéro exact, mais vous pouvez demander à la revue dessinée. C'est un trimestriel D'accord, qui sort très bien. et la BD est plus complète. Le film est tiré de là, mais un peu réduit. Très bien. La BD est plus complète. Il y a des articles à côté que j'ai écrits. Il y a des recommandations de livres, de films. Oui, la BD vaut le coup. C'est la revue dessinée. Ça m'intéresse beaucoup pour moi, mais aussi parce que je veux l'offrir aux enfants et aux amis. Je comprends. Donc, je veux en acheter une dizaine pour. Ah, Mais oui, ça va vous coûter trop cher. ça coûtera. C'est pas grave. Il y a une autre BD qui sort là dans la revue dessinée de juin prochain. C'est une revue trimestrielle, donc ça va être celle de cet été, sur le poignard nazi de Le Pen. Donc là, j'ai refait la même opération que la BD sur Louisette. La BD Louisette, c'était avec Aurel et Le Monde Vidéo, et moi, je faisais le texte. Et là, c'est la même chose. Aurel a fait les dessins, j'ai fait le texte, et on sort ça dans la revue dessinée. On sort pas ça dans une revue, un album à part. Je sais pas pourquoi, mais je vais vous dire, au moins la revue dessinée, elle tire à 80 000 exemplaires chaque trimestre. On est sûr d'avoir des lecteurs. Et j'espère, il en est question, que Le Monde Vidéo tire aussi un film, un dessin animé, encore un court-métrage de 12 minutes à peu près, de ce poignard de Le Pen, comme elle l'a fait de Louisette. C'est pas encore gagné parce que ça coûte très cher. Et je ne sais pas si Le Monde est prêt à remettre l'argent. C'était une première qu'ils avaient fait pour les viols. Mais ce qui compte le plus pour moi, c'est le dessin animé que vous avez vu, tellement cette cause me tient à cœur, plus encore que le poignard de Le Pen. Le poignard de Le Pen, Le Pen tortionnaire, c'est affreux, et ses victimes, c'est affreux. Mais si vous voulez, je dirais, son poignard, c'est anecdotique par rapport au drame de fond. Merci pour ce témoignage courageux, honnête, correct. Je vais tout droit, je ne vais pas ni à gauche ni à droite. Chirac, il a reconnu en 1995 la déportation des Juifs en Valdiv, et il a mis l'accent sur la responsabilité de l'État français, que Mitterrand a refusé. Aujourd'hui, après toutes ces erreurs, parce que moi aussi j'ai traduit le livre du général Bosseres, là dont vous mentionnez en français, en arabe, et ce qui m'a fait peur dans ses propos, il a dit qu'il ne regrette pas d'avoir tué 3 Algériens sous la torture. Et il a dit, si à refaire, je le refais. Donc, c'est franchement une horreur. Aujourd'hui, je vous invite aussi à revoir l'Express, la dernière numéro de la revue Express, où il relatait ces atrocités vis-à-vis des Algériens. Je trouve que c'est comparable à ce qui se passe à Gaza. Maintenant, la question. Chirac a reconnu la responsabilité de l'État français. Quel président courageux français va dire un jour au tribunal « Je reconnais la responsabilité de l'État français dans ces atrocités », d'autant plus que Bourges Monoré, Chirac, Mitterrand, De Gaulle, Guy Mollet, ils étaient tous au courant de ce qui se passait. Ils étaient au courant. Je voulais juste poser la question, est-ce que vraiment, au risque de vous choquer, est-ce que vraiment cette guerre a été pire qu'une autre guerre? Parce que par exemple, quand vous avez parlé des viols, enfin, moi j'ai fait à peu près toutes les manifs contre la guerre d'Algérie à l'époque, donc je ne vais pas défendre la France d'avoir. Mais c'est la guerre d'Algérie qui était inacceptable. Mais la guerre elle-même, malheureusement, elle a connu ce que les autres guerres ont connu. Vous avez parlé du viol. Quasiment dans toutes les guerres, il y a des viols de pratiquer, c'est pas spécifique. C'est ça que je voulais dire. On a l'impression que tout ça, c'est spécifique à la guerre d'Algérie. Non. Il y a même un auteur dont j'oublie le nom qui a écrit un texte qui s'appelle « La femme comme arme de guerre ». Enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Encore une fois, j'ai fait plein de manifs, mais je ne défendrai jamais. C'est ça qui était honteux, c'est de faire la guerre d'Algérie. Mais est-ce qu'elle a été vraiment pire? Tu peux répondre et je peux répondre. Une autre. Malheureusement, je ne crois pas. En fait, la guerre est la guerre, mais après, il faut réfléchir quand même sur ce qui est la spécificité de la guerre d'Algérie, c'est que c'est une guerre qui se situe dans un contexte colonial. Oui. Et dès le départ, dans un contexte colonial, où est induit depuis le départ une hiérarchie des races. Et donc, finalement,
Vous voyez, moi, par exemple, dans les archives sur la guerre chimique, j'ai retrouvé des choses qui font dresser les poils sur les bras. Comme quoi on peut utiliser, par exemple, 10 fois plus de quantité de gaz sur les Algériens, puisqu'ils ont des cornées un petit peu plus épaisses et qui, comme ils ne sont pas tout à fait comme nous, on peut se permettre d'en utiliser plus. Je pense qu'il y a cette dimension raciale qu'il ne faut pas évacuer dans ces violences-là et qu'on retrouve aussi dans le témoignage que j'évoquais tout à l'heure, du soldat qui disait si on les avait considérés comme nous, on ne se serait peut-être pas permis tout ça. Donc, cette dimension-là raciale, pour moi, est fondamentale et propre aussi au colonialisme qui, dès le départ, induit une hiérarchie entre les individus. Et donc, il y a effectivement, voilà. Voilà. Après, effectivement, la guerre dans ses pratiques de violence extrême sont reproduites, les choses se reproduisent, mais il y a certains mécanismes, en tout cas dans la survenue. Voilà. Pascal Blanchard a travaillé aussi sur l'érotisation des corps des peuples colonisés, par exemple. Voilà, il y a différents travaux qui ont montré qu'aussi que dans les mondes coloniaux, il y avait d'autres imaginaires qui étaient à l'œuvre et qui incitaient aussi, à un moment donné, au passage à l'acte. Donc là, je crois qu'il y a effectivement une dimension qui est assez spécifique. Je disais, c'était surtout par rapport au viol. Écoutez, c'est ça. Parce que oui, mais d'une part, pendant la guerre d'Algérie, la torture n'a pas été un simple dérapage, ça avait été institutionnalisé. je ne parle pas de la torture. Mais le viol est la pire des tortures. Pardon? Mais le viol est la pire des tortures. Pour une femme, c'est la pire des Oui, tortures. mais je suis d'accord. Donc, on est bien d'accord. Donc, la torture avait été institutionnalisée pendant la guerre d'Algérie, et même depuis 1830. Oui. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire c'est des... comment vous dire? C'est des dérapages, c'est les à côté. Dans toute guerre, il y a ça. En tout cas, je pense qu'une chose importante, c'est que les Français sachent ce qui s'est passé, au moins qu'on le sache. Oui, Parce qu'on est comptable de nos propres oui. actes, si vous voulez. Non, je disais que moi, je suis de cette... J'ai connu ça, puis surtout, j'ai connu ça. Non, je veux dire, je fais plein de manifs contre la guerre d'Algérie. Mais vous saviez à l'époque quelle ampleur ça avait? Est-ce ces que vous croyez que les manifestations, Français... c'était énorme. Oui, mais est-ce que vous saviez à l'époque quelle ampleur la torture et les viols avaient en Algérie? Est-ce qu'on savait, par exemple, que dans les locaux du ministère de l'Intérieur, qui le sait aujourd'hui à Paris? Qui a lu La gangrène? Qui sait que dans les locaux du ministère de l'Intérieur à Paris, on torturait à Paris, dans les locaux du ministère de l'Intérieur, à 2 pas de l'Élysée? Mais qui le sait? Moi, je dis qu'on ne le sait pas comme ça. Je suis d'accord. Je pense que effectivement, ce type de détails était. Et on ne le sait toujours pas. Et on ne le sait toujours pas. Encore une fois, je pense quand même que ça fait vraiment partie de beaucoup de guerres. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas en prendre notre parti. Il ne faut pas en prendre notre parti. Donc, il faut le dénoncer. Donc, il faut le dénoncer à chaque fois. Vous avez beaucoup parlé des archives. Je voudrais revenir un peu là-dessus. Quand vous parlez des archives, je suppose que ce sont les archives françaises. Est-ce qu'il y avait des archives en Algérie? Et si oui, est-ce que vous y avez eu accès? Alors, en Algérie, il y a effectivement au niveau des villages des archives qui ont été constituées par les associations d'anciens combattants, qui ont été reconstituées après 1962. Et par exemple, j'ai pu en collecter quelques-unes en Haute-Kabylie cet été. Mais le problème est qu'en Algérie, les archives encore sur la guerre d'indépendance sont très peu accessibles. Voilà. Après, je dirais sur les questions, moi qui m'intéressent plus particulièrement, qui sont celles de la guerre chimique, les archives entre guillemets les plus intéressantes, ce sont les archives vivantes et ce sont les archives locales, c'est-à-dire la mémoire dont on a gardé, qu'on a gardé de ces opérations-là au niveau des villages. Parce que ce que je me suis aussi rendu compte très rapidement, dès 2022 en travaillant sur Alger, c'était que dans les archives centrales, ou en tout cas dans la connaissance qu'avaient les historiens de la guerre chimique, il y avait effectivement très peu de choses. Voilà, il y a eu une protestation officielle de Ferhat Abbas au Comité international de la Croix-Rouge en 1959, tout de suite après l'opération de Garouchetou que l'on voit dans le film de Claire Millet, où 118 Algériens ont été gazés, même plus parce qu'il y a encore des corps qui sont dans cette grotte qui a ensuite été détruite par explosifs.
Donc, il y a eu des protestations officielles du gouvernement provisoire de la République algérienne, mais il n'y avait pas non plus à ce moment-là conscience du caractère général, organisé et global en fait de cette guerre chimique. Donc finalement, les traces elles sont allées chercher localement. Voilà. Et c'est toute la difficulté finalement de ce travail-là, parce que ça nécessite des moyens, des personnes et une volonté aussi. Moi, je voudrais souligner, pour répondre à madame, le fait que tout ce dont on parle n'a pas démarré en 1954. Ah bon ? Non. Ces choses-là ont démarré en 1830, madame. Pardon. Et les historiens, les archives ne commencent à peine qu'à parler uniquement de 54. Mais il y a une mémoire collective extrêmement vivante et importante jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, j'ai assisté à une grand-mère qui me racontait comment dans la région de Schleuf, du côté de Hrmis-Miliana, les femmes se protégeaient et tentaient de se protéger des viols en s'enduisant de matière fécale. Elle me racontait ça. Elle me racontait ça. Et beaucoup de choses. Donc, quand vous dites que, bon, c'est comme toutes les guerres, c'est quand même une sacrée relativisation. Oui, ça a duré 132 ans, madame, pas 8 ans, comme certains historiens à ce jour prétendent, certains éminents historiens prétendent que la guerre d'Algérie a duré 8 ans. C'est insensé. C'est insensé de dire une chose pareille, comme si la sémantique, en disant guerre de conquête ou guerre de je ne sais quoi, ne relevait pas de la guerre. Et il suffit de lire à la fois les écrits de certains militaires, de certains, également dans la littérature française, il suffit de lire les horreurs qu'on lit, y compris dans la littérature d'Albert Camus, qui est le chantre, paraît-il, de la, comment dire? Oui, qui était un colonialiste d'accompagnement. Alors qu'en Tunisie, il y avait un homme, un grand écrivain, Albert Memmi, qui est en Tunisie, qui a écrit beaucoup sur ce que c'est que le colonialisme, qui a écrit le portrait du colonisateur, le portrait du colonisé, le portrait du juif, etc. Donc, il y a beaucoup, le négationnisme est encore patent ici, même si des voix, comme madame vient de le dire, ont émergé, des voix comme monsieur Apathy, etc. Mais c'est encore là, c'est encore là. Autre chose, la guerre n'a pas été uniquement en Algérie, elle était aussi en France, je l'ai vécu. La communauté algérienne en France a subi une guerre terrible. Mes parents en sont les témoins. Il y a autre chose aussi. Attendez, ça n'est pas fini. Mon père a été déporté tatoué. Cette histoire-là n'a jamais intéressé les historiens à ce jour. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont été dans des camps de concentration. Mon père a été déporté tatoué à Auschwitz. Il a été raflé en 1942. Il y a beaucoup encore de travail à faire, madame. Donc, je remercie pour votre exposé excellent. On a appris beaucoup de choses. Ma question s'adresse à Christophe Lafay. Donc, vous revenez du Dahra, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En 2022. L'Algérie, c'est ça. Mais j'étais les fameux enfumats de 1845. Oui. Oui, les enfumats de 1845 avec, je pense, Cheikh Goumez, me semble-t-il, et avec le général ou le colonel Pélissier, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut établir un lien entre cette pratique de 1845 et ce dont vous vous êtes occupé dans vos recherches avec vos collègues? Est-ce qu'il y a un lien? Je dirais, parce qu'à l'époque, les moyens n'étaient pas les mêmes. Tous les produits que vous avez cités, etc. Est-ce qu'on peut trouver, est-ce que l'esprit, je dirais, était toujours là de 1847? Je rebondis justement ce qu'a dit madame, qui est très juste.
Et 1956, vous avez parlé justement et vous avez précisé que toutes les wilayas ont été concernées, pas uniquement Batna, enfin l'Est et la Kabylie. L'Ouest, donc, on en avait parlé aussi. Il y a eu des pratiques de ce genre. Alors effectivement, c'est une vraie question et c'est une question qui est pour moi extrêmement intéressante. Et je sais que ça fait l'objet en tout cas de débuts de controverses entre historiens et historiennes. On a beaucoup discuté avec Raphaël Branche. En tout cas, moi je trouve qu'il y a une spécificité aux enfumades de la conquête. Les enfumades de la conquête, il faut les lire dans la pratique des colonnes infernales de Bugeaud, c'est-à-dire la soumission par la terreur et la soumission par le massacre. Ça accompagne aussi la stratégie de la terre brûlée. Voilà. On détruit les moyens de subsistance, on détruit les villages et on extermine les personnes. Donc il y a en tout cas dans les enfumades une volonté d'extermination des personnes pour servir d'exemple et soumettre les autres tribus par la terreur. Donc ça, c'est une stratégie d'ailleurs qui est parfaitement assumée hein, quand on étudie les écrits des officiers de cette époque-là. Et je trouve que moi déjà, ça donne un caractère quand même assez spécifique à ces enfumades. Parce que quand on parle des enfumades du Dara, c'est environ entre 900 et 1000 personnes qui sont enfumées à mort, hommes en minimum, voilà, on n'a pas encore de bilan effectivement précis. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout le monde y passe. Voilà. Et l'objectif à cette époque-là de l'armée coloniale, c'est de soumettre les autres tribus, c'est un message qui est envoyé aux autres tribus pour obtenir une soumission par la terreur. L'utilisation des armes chimiques pendant la guerre d'indépendance, comme je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, ça répond à une logique qui est au départ une logique militaire, c'est-à-dire comment mener un assaut contre un réduit souterrain avec le minimum de pertes. Et si possible, récupérer des personnes qu'on va ensuite pouvoir soumettre à la question pour obtenir des renseignements. Voilà. Donc il y a un objectif militaire qui est parfaitement rationnel. Donc on n'est plus dans, je dirais, les pratiques des colonnes infernales de Bugeaud. C'est un autre objectif. Par contre, ce que moi aussi j'ai recueilli dans les témoignages des anciens combattants et aussi des personnes qui ont été exposées à ces armes chimiques, c'est qu'il y avait aussi une valeur d'exemple. À un moment donné, les combattants algériens ou les populations civiles qui étaient réfugiées dans les grottes savaient qu'à un moment donné, elles pouvaient être exposées aux armes chimiques. Et d'ailleurs, les militaires français, souvent, les avertissaient, leur disaient, voilà, si vous ne sortez pas, de toute façon, on emploie les gaz et vous savez ce qui va se passer. Donc, il y a aussi dans la dimension de cet emploi pendant la guerre d'indépendance, aussi une dimension de terreur et de soumission par la terreur. Alors, à une échelle et à une manière différente, mais on retrouve encore ce mécanisme-là, en tout cas, de production de terreur pour soumettre aussi les personnes qui peuvent faire l'objet de ces méthodes. Voilà. Donc, effectivement, le débat est ouvert. Pour moi, ce sont des pratiques qui répondent à des besoins différents, mais qui, sur le fond, finalement, reviennent à appliquer aussi une certaine méthode de terreur pour soumettre. Est-ce qu'il y a eu, comme il y a eu des hommes militaires français, qui se sont soulevés, comme il y a eu des cas donc, contre la torture, sur ce point précis, qui ont vu ça et qui ont montré, je dirais, leur refus. Parce qu'il y a eu quand même pendant, si on situe que les 7 ans, bien sûr, je ne parle pas de l'histoire, est-ce qu'il y a eu des hommes qui ont dit non, c'est des choses atroces. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des militaires français qui ont parlé. Dans l'ouvrage La Pacification, qui a été publié en 1960, il y a une page qui est extrêmement importante, qui décrit, sans la nommer, mais qui décrit parfaitement la batterie armes spéciales du 411e régiment d'artillerie antiaérienne. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des militaires français qui ont été choqués par ce qu'ils ont vu et qui l'ont dénoncé. Parce que c'est d'ailleurs toute la difficulté qu'il y a à documenter à cette époque-là. J'en ai parlé à l'époque avec Niels Anderson, qui a beaucoup œuvré, en tout cas, pour la reconnaissance des crimes coloniaux. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que la guerre chimique n'ait pas été connue, identifiée plus tôt ?
Et lui, il m'a dit, en fait, le problème, c'est que lorsqu'on touche à des violences qui se déroulent lors des opérations militaires, il y a la victime et les militaires. La victime, lorsqu'elle meurt, elle ne peut plus témoigner, et les militaires, il n'y en a que très peu qui parlent. Et ceux qui parlent, c'est extrêmement difficile ensuite de recouper leur témoignage. Dans le cas de la torture, il peut y avoir un policier, un fonctionnaire de la préfecture, un témoin. Donc, on pouvait, à cette époque-là, ils pouvaient recouper les choses. Pour la question des armes chimiques, c'était beaucoup plus compliqué. Moi, alors des refus d'utilisation des armes chimiques, j'en ai jamais rencontré, en tout cas dans les personnes que j'ai rencontrées. Dans les témoignages, j'ai identifié par exemple des soldats qui préféraient utiliser des grenades parce qu'il y avait les armes chimiques étaient moins concentrées, donc l'effet mortel était pratiquement impossible à obtenir. Qui ont préféré utiliser ces grenades-là et qui assumaient d'utiliser ces grenades-là, plutôt que les pots de 5 kilos qui entraînaient la mort pratiquement systématique des gens qui étaient exposés. Après, vous voyez, pour comprendre pourquoi il y a eu aussi peu de résistance, j'ai un témoin on a réfléchi sur cette question-là, et lui il me disait, vous savez, moi quand je suis arrivé en Algérie, j'étais muté dans cette section-là, armes spéciales. Déjà, ce qui m'a plu, c'est qu'on avait plus de décorations que les autres. Et effectivement, ces sections-là avaient plus de décorations que les autres. Donc, ça devenait un sport. Qui allait descendre en premier dans la grotte? Qui allait prendre le plus de risques? Qui allait utiliser ces armes chimiques? Et c'est l'engrenage, en fait, des guerres. Et les Jeux Olympiques, en fait. Je dirais pas ça. Ça devenait presque une compétition, une course aux honneurs. Mais d'ailleurs, qui doit tous nous renvoyer à notre rapport aussi aux faits militaires. Je pense que c'est une introspection qu'on peut tous faire par rapport à ces questions-là. Et c'est comme ça que des jeunes appelés qui, au départ, n'avaient pas forcément envie de faire cette guerre, se sont retrouvés happés, entraînés et stimulé en fait pour obtenir ces récompenses, obtenir ces gratifications. Cet appelé, qui d'ailleurs a quitté la France après 1962, il est parti vivre aux États-Unis, il n'est plus jamais rentré en France, m'a dit j'ai jeté mes décorations dans le port d'Alger en partant et mon uniforme, etc. Et il a dit quand tout ça s'est retombé, il s'est rendu compte finalement de ce qu'on lui avait fait faire, quoi. Voilà. Et pour lui, ça a été quelque chose d'affreux. J'ai un autre témoin qu'on voit dans le film, que je ne nommerai pas parce que c'est quelque chose qu'il m'a dit en off. Il m'a dit, vous savez, avec ma femme, on a toujours refusé d'avoir des enfants. Parce que pour moi, il était impensable qu'un jour, mon fils puisse faire son service militaire et puisse être à un moment donné appelé à faire une guerre comme moi j'ai fait en Algérie. Voilà, il y a eu finalement peu d'opposition de la part des appelés, parfois même une collaboration active parce qu'ils se sont retrouvés pris dans quelque chose. Et après, avec le recul, des traumatismes extrêmement importants qui sont restés, ça c'est clair. Et il faut dire aussi, voilà, on le montre aussi dans le film, que la plupart de ces appelés sont rentrés malades par l'utilisation aussi des gaz qu'ils avaient fait en Algérie. Dans le DM, c'est l'ADM exactement, définit l'aminochlorarcine, c'est un dérivé de l'arsenic. Et beaucoup de ces soldats se sont contaminés avec ses propres armes chimiques. Moi, j'avais une question. Je pense que je suis le plus jeune de la salle. Et en fait, moi, j'ai terminé justement l'an dernier au lycée avec la réforme du bac et désormais des spécialités. Il y a une spécialité qui s'appelle Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Et dans cette spécialité, on a étudié justement la guerre de l'Algérie dans le cadre du programme qui s'appelait Histoire et Mémoire. Et on prend l'exemple justement de la guerre d'Algérie. Et déjà, c'était pour dire premièrement qu'il y avait une sorte de mini-avancement au niveau justement de l'acceptation et de comment on l'apprend à l'école, parce que ça commence aussi directement par là, par l'enseignement scolaire. Ma première question, c'était, mais est-ce que c'est pas une sorte de petit cadeau, on va dire, qu'on donne pour un peu mettre la poussière sous le tapis, dans le sens où de plus en plus les manuels scolaires, par exemple, sont rachetés par des grandes fortunes. Ça, je pense qu'à l'avenir, justement pour ce genre de programme-là, ce genre d'informations-là, quand il y a la mainmise de milliardaires comme Bolloré qui possède justement et produit ces manuels-là, est-ce que déjà c'est pas un danger pour la découverte de ces informations-là, premièrement? Et la deuxième question, je suis d'origine d'Afrique de l'Ouest. Il y a eu aussi une violente conquête coloniale.
Et j'ai fait des recherches de mon côté dans le cadre en fait, d'une formation qu'on faisait dans ma ville pour des jeunes issus justement de, de la colonisation, enfin, de descendants de personnes ayant été colonisées en Afrique de l'Ouest, Algérie. Et le thème, c'était les génocides et les crimes contre l'humanité. Et moi, j'avais pris l'exemple d'un livre de Oliver Tosseri qui s'appelait Résistance africaine. Et en fait, j'avais envie de montrer aussi à d'autres jeunes qu'il n'y a pas que dans la colonisation, il n'y a pas eu, on n'a pas été que des victimes, on a aussi été des résistants. Et je trouve ça dommage, même par exemple au point de vue de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit pas assez documenté, qu'il n'y ait pas assez de recherche aussi autour de ce qui a été fait là-bas en termes de crimes de la part de l'armée française, mais aussi des résistances qu'il y a eu là-bas. Je pense à Samori Touré, par exemple, Siramadou Bamba. Et en plus, pour la petite histoire, moi, je suis guinéen et Samori Touré, c'est, en tout cas, d'après ce qui est dit dans le livre, c'est l'arrière-grand-père de Sékou Touré, qui a été ensuite président de la Guinée. Donc, je trouve que ça, par exemple, c'est beau d'avoir aussi ce genre de point de vue de l'histoire, entre guillemets, où on n'est pas que des victimes, et comment, en fait, aussi faire plus de recherches sur ça dans le cadre, en cas à l'Afrique en Afrique de l'Ouest, où c'est encore plus difficile d'avoir des archives. Mais ça sera votre travail. Non, mais Non, c'est très bien. Juste pour répondre à votre question, c'est effectivement qu'il y a quelque chose que moi j'ai beaucoup, enfin des discussions informelles que j'ai eu beaucoup avec des collègues algériennes et algériens. Et effectivement, toute la terminologie autour des shahids, des martyrs, etc., qui avaient été victimes, etc. Moi, je leur avais dit, enfin, dans la discussion informelle, comme ça, le soir, je leur disais, mais vous savez, quand même, ils se sont battus, ils sont même parfois très, très bien battus, et ils ont remporté des victoires, et les méthodes, les stratégies qu'ils ont utilisées ont été, à maintes endroits, des stratégies payantes. Donc, ça aussi, à un moment donné, il ne faut pas tout voir sous l'angle de la martyrologie, mais aussi voir les choses sous l'angle aussi objectif, je dirais, du combat et de la valeur du combat. Et même si c'était un combat désespéré qui a entraîné la mort, ce combat a quand même une valeur aussi. Mais tout ça, je dirais, c'est des discours qui évoluent, c'est des regards qui évoluent. Vous savez, l'histoire, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la guerre d'indépendance algérienne, elle était écrite, l'histoire militaire, qu'à partir des archives françaises et à partir des histoires, à partir des mémoires des officiers français. Donc avec justement un discours encore très lénifiant, qui reprenait la propagande des années 60, 70. Quoi. Donc là, on a passé, grâce à des historiennes et des historiens, on a commencé à franchir, je dirais, une étape. Voilà. L'historiographie, ce ne sont que des constructions qui s'appuient les unes sur les autres. Et effectivement, ce que vous décrivez, ce sera sans doute aussi la prochaine génération, la vôtre, qui investira pleinement cette histoire-là. Mais je crois que la dimension de l'oralité, de la constitution des archives alternatives, c'est une question qui est centrale. Pendant trop longtemps, moi j'ai entendu des discours qui consistent à dire on ne peut pas écrire l'histoire parce que les archives françaises sont fermées. Non. Non. On peut écrire l'histoire. Il y a des stratégies, il y a des méthodes, il y a des moyens, il y a des richesses. Vous parliez tout à l'heure de la richesse de la mémoire orale. En Haute-Kabylie, il y a un monsieur qui m'a récité de mémoire tous les noms des instituteurs depuis 1909. Il m'a dit, on va parler d'atrocités. Il me dit, il y a monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel. Ils étaient instituteurs, ils ont fait des choses de bien. Dites-le, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a quand même une richesse aussi dans ces mémoires, dans cette oralité, dans cette histoire aussi des représentations, etc., qui est importante et qu'il faut absolument collecter. Les archives françaises ne sont pas l'alpha et l'oméga. Il faut sortir de cette représentation-là et essayer de construire une histoire équilibrée. Et construire une histoire équilibrée, c'est aussi partir partir dans ces pays-là et faire du terrain. Voilà, ça moi j'en suis persuadé. Il faut réunir le sociologue et l'archiviste et faire du terrain. Voilà, ça c'est extrêmement important. Ça c'est et puis je vous dirais, vous parlez de la question des manuels, etc. Eh ben, c'est un combat citoyen.
je dirais, c'est à nous que ça appartient, enfin, c'est à nous de faire en sorte que l'histoire ne soit pas tronquée, c'est à nous, citoyens, de prendre la parole, de s'engager, voilà, de faire en sorte que l'histoire ne soit pas confisquée par un parti ou un camp et par une idéologie. Donc, il n'y a pas de fatalité, je veux dire. Il faut pas enfin, il faut surtout au début de votre parcours, il faut avoir conscience qu'il faut se battre et qu'il n'y a pas de fatalité là-dedans. Voilà. Oui, moi je voulais vous remercier pour ces présentations. Je travaille dans le milieu du droit international pénal et tout ce que vous dites depuis le début, pour moi, ça ressemble quand même à énormément de preuves qui pourraient être utilisées par des acteurs judiciaires dans le cadre de procès contre les crimes internationaux. Et je me demande quelle est la raison de l'absence quasi totale de judiciarisation en fait de ce dont vous parlez depuis le début. Est-ce que c'est le stigma bien sûr qui repose sur les violences sexuelles dans la société française, dans la société algérienne? Est-ce que c'est, et on commence à le voir, l'absence aussi des victimes qui de fait par le temps disparaissent aussi et ne sont plus en pouvoir de témoigner, mais comment on explique en fait qu'aucun tribunal, qu'aucun acteur judiciaire ne soit saisi de ce dont vous parlez? Je te laisse la parole après, mais je peux répondre. C'est tout simplement les lois d'amnistie. La France est auto-amnistiée. Pour l'Algérie, ça a été secondaire, mais pour la France, ça a été majeur. Et résultat, en amnistiant, si vous voulez, la faute, on a effacé le crime. Ça, c'était une phrase de Henri Alleg que j'ai jamais oubliée parce que on tourne en rond avec cette souffrance en Algérie. On ne peut pas. Déjà, on n'a pas la vérité. Non, déjà, on n'a pas la justice, mais on n'a pas la vérité. On n'a ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est vraiment le propre des lois d'amnistie. Alors ensuite, les juristes, peut-être que Christophe pourra vous en dire plus, essayent vainement depuis 1962 de faire entendre crimes contre l'humanité, les disparitions par exemple, parce que les deux traumatismes en Algérie dans la population, comme j'ai fait beaucoup de terrain, je peux vraiment en témoigner, ce sont les disparus, hein, ceux qui ont été enlevés, exécutions sommaires et tout ça, et les viols. Et les disparus, normalement, quand on n'a pas retrouvé le corps, ce sont des crimes imprescriptibles. Donc, ça devrait pouvoir être poursuivi. Mais on n'y arrive pas. Les juristes disent qu'ils se heurtent tous à un problème ou à un autre, ils n'y arrivent pas. Et c'est à la fois choquant et désespérant pour les Algériens. Ni justice, ni vérité. Et pour rebondir tout de suite sur ce que tu dis, Florence, moi je trouve que c'est aussi désespérant pour nous, parce que ce qui nous manque en France, finalement, c'est des grands procès comme il y a eu les grands procès en ce moment, on est en train de rediffuser les procès Papon, les procès Touvier, etc. Il n'y a jamais eu de grands procès sur les crimes coloniaux qui auraient permis à un moment donné à la population française de se réunir et de prendre conscience de ce qui a été réellement fait en son nom. Et je pense que c'est ça, en fait. Les historiens travaillent. Raphaël Branche a travaillé sur la torture. Sylvie Thénault a travaillé sur les justices d'exception, sur les ratonnades. Fabien Sacriste a travaillé sur les centres de regroupement, les centres de rééducation, etc. Il y a pléthore d'historiens qui ont fait le travail. Mais ce qu'on constate, c'est que ce travail-là, il n'imprime pas dans la société. Voilà. Les historiens montrent, j'aime bien cette idée, c'était Sylvie Thénault qui me l'avait un jour suggéré, mais les historiens et les historiennes démontrent depuis des années que la Terre est ronde sur la question de la guerre d'indépendance d'Algérie, et les gens continuent à penser que la Terre est plate, en fait. C'est cette perception-là qu'on en a dans la société. Donc le savoir universitaire construit n'imprime pas, donc il manque quelque chose. Et cette question-là que vous avez posée, elle m'a été posée il y a quelques semaines en Algérie. Et ce que j'ai dit, nous, le travail des historiens et des historiennes, c'est d'établir des faits. Ensuite, le travail des juristes, c'est de se saisir de ces faits et de les qualifier et d'éventuellement de lancer les démarches. Chacun dans son travail, dans la pleine collaboration, et peut-être qu'on arrivera à un moment donné à avoir des procès qui permettront d'édifier la population française sur ce qui a été fait en son nom. C'est important. Je pense qu'on en a besoin. J'ajoute que ça reste dangereux parce qu'on est à la merci d'un procès pour toute dénonciation. Moi, je me suis payé quand même Jean-Marie Le Pen jusqu'en cour de cassation.
Et je peux vous dire que c'est rude. Et le plus rude, c'était pour mes témoins algériens qui avaient été soit eux-mêmes torturés par Le Pen, soit avaient vu leur père torturé, exécuté sous leurs yeux. Et j'ai vécu ça vraiment douloureusement pour eux, si vous voulez. Et heureusement, Le Pen a perdu, parce que j'avais donc dénoncé dans 2 doubles pages en 2002, avant les présidentielles, parce qu'il prétendait entrer à l'Élysée, et avant les législatives. Il m'a immédiatement poursuivi, c'était le journal, mais si vous voulez, la Cour a fini par écrire qu'il y avait une crédibilité certaine des faits que je rapportais, ce qui était déjà une victoire, parce que normalement, on devait démontrer que ma bonne foi et non pas la crédibilité des faits. Donc il y a eu un passage supplémentaire. Mais le procès, comment vous dire, ça n'a pas été comme le procès Papon et tout ça, puisque finalement, même rapporter tout ça, c'est toujours risqué. Et on en a eu la preuve l'année dernière encore avec une émission de France Inter, où un historien s'est retrouvé malheureusement, il me l'a dit lui-même ensuite, tellement il a regretté, amené à dire qu'on n'avait pas eu la preuve que Le Pen avait torturé. Bien sûr que si, on a eu la preuve, mais il m'a dit, mais j'ai eu tellement peur d'un procès en entrant à l'antenne sur France Inter que tout s'est brouillé dans ma tête, j'ai zappé ton procès de l'an 2000, etc. Mais c'est vrai que même en s'abritant derrière le procès, les procès du Monde, ça n'abrite pas totalement. Et par exemple, le général Schmitt n'a pas osé, a tout le temps dit, parce que lui aussi, je l'ai dénoncé dans une double page du Monde, et puis dans mon livre, et lui ne cesse de me pourchasser de sa haine à travers ses ouvrages, et de dire qu'il me poursuivra un jour en justice. En fait, il n'a jamais osé le faire, mais il a osé le faire contre Louisette, Thierry Larize. Et Louisette était moins armée que Le Monde, vous voyez. Et Louisette, dans un premier temps, a gagné, et dans un deuxième temps, a perdu. Et elle a été reconnue comme ayant menti, soi-disant, dans l'article du Monde où elle racontait ses viols. Et la pauvre, en larmes, elle me disait « Comme j'aimerais avoir menti ». Vous voyez, c'est extrêmement dur à cause de ces lois d'amnistie. Et puis, juste peut-être pour terminer sur cette question-là, il y a aussi un autre sujet qui se pose sur la question de la réalisation concrète de ces recherches, c'est la question de l'autonomie de la recherche au sein des universités. Et pour que l'autonomie puisse être totale, il faut que l'université puisse disposer de moyens de financement pour financer ses propres recherches, et ne pas, par exemple, dépendre du ministère des Armées ou de je ne sais quel ministère pour créer des grandes chaires stratégiques ou des grandes chaires de je ne sais pas quoi, qui après, au bout d'un moment, obligent les universités à ne pas aborder certaines questions ou à taire certains sujets. Donc, il y a aussi la question du financement des universités, de l'autonomie réelle de la recherche qui est actuellement posée et qui, à terme, constitue aussi un danger majeur pour la conduite de ces recherches-là. Voilà. Donc, ces pratiques de soumission par la terreur et les massacres sont les mêmes utilisées par Israël à Gaza. Et donc, je dirais, est-ce qu'il y a des échanges des pratiques en ce qui concerne la pratique de la torture et l'occurrence entre différentes armées, dans tout conflit confondu? Et si, est-ce qu'il y a l'occurrence des influences entre les armées pour ces pratiques? On en a beaucoup fait et beaucoup dit à propos d'Osarès. Moi, je dis qu'on n'avait pas besoin d'Osarès de toute façon pour que les régimes sud-américains trouvent les moyens de torturer. Donc, je suis assez sceptique sur, en tout cas, le chapitre Osarès et l'école française de guerre et de torture en Amérique latine. Mais peut-être que Christophe en a plus de choses intéressantes à dire que moi. Moi, je pense qu'il y a eu une influence quand même assez importante parce que la guerre d'indépendance algérienne a été scrutée. Alors, officiellement, les États-Unis ne s'engageaient pas aux côtés de la France, mais il y a eu des observateurs sur le terrain, des officiers d'état-major. C'est une réalité. Moi, un ancien combattant d'une section de grotte m'a attesté la présence sur une opération, en tout cas, d'un militaire américain en civil. Donc, il y a eu en tout cas un intérêt certain sur ce qui s'est fait en Algérie. Ce que je peux dire à l'heure actuelle sur la question de l'emploi des armes chimiques, c'est qu'il y a eu aussi une intense collaboration à cette époque-là entre le Chemical Corps américain, donc l'état-major qui s'occupait des armes chimiques, et l'état-major des armes spéciales en France.
Voilà. Et ce n'est pas un hasard si on a retrouvé aussi, encore une fois, du CN2D utilisé massivement au Vietnam par les Américains dans la guerre des tunnels, dans le triangle de Cu Chi. Alors, il y a des archives qui sont au service historique de la défense sur ces questions de collaboration franco-américaine. Alors, ça, c'est tout neuf. J'ai reçu avant-hier l'avis de la CADA, parce que ces cartons m'étaient refusés. Donc, certains cartons, la CADA vient de m'autoriser à les consulter, parce qu'on les avait encore refermés au titre des archives incommunicables. Maintenant, je vais en faire la commande et on va voir si le service historique de la défense va suivre l'avis de la CADA ou pas. Parce que même si la commission d'accès aux documents administratifs donne des avis, ces avis ne sont pas obligatoirement suivis par les centres d'archives. Mais oui, bien évidemment, je pense qu'il y a des liens, les armées observent leurs pratiques et il y a une transmission. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un hasard si l'Afghanistan m'a ramené vers l'Algérie. C'est qu'à un moment donné, le général Petraeus, qui a pensé et planifié le retour de la contre-insurrection au sein de l'armée américaine, s'est référé spécifiquement à la guerre d'Algérie et aux penseurs français de cette époque-là, donc le colonel Trinquier, de sinistre mémoire, et le lieutenant-colonel Galula, moins connu, mais qui avait aussi réfléchi ces pratiques de contre-insurrection. Donc, à un moment donné, oui, les armées s'observent, les armées s'étudient, les armées se transfèrent un certain nombre de savoir-faire. Après, doit se poser, je dirais, la question de la réelle efficacité opérationnelle. Moi, ça m'avait valu les foudres d'anciens combattants lors d'une conférence, mais j'avais dit c'est quand même assez étonnant que l'on s'inspire d'une guerre qui a été perdue pour mener une stratégie dans un pays en espérant cette fois-ci remporter la victoire. Mais voilà, malheureusement, l'Afghanistan, le Mali et d'autres théâtres d'opération ont démontré que ces approches-là, dites de contre-insurrection, ne fonctionnaient absolument pas. Même la guerre d'Irak. Même la guerre d'Irak. Même la guerre d'Irak. Bonjour, On va laisser la j'ai une parole. question. L'impression, lorsqu'on évoque la colonisation, lorsqu'on évoque les relations entre l'Algérie et la France, on parle souvent que sur les violences physiques, la torture ou d'autres. Dans notre génération, ce qui nous parle sur la question algéro-française ou française-algérienne, donc il n'y a que ça, la torture physique, les viols, tout ça. Sauf qu'il y a une autre sorte de violence, de viol, on peut qualifier de viol, c'est que le vol de richesses. La colonisation, ce n'est pas que de l'humiliation. Il y a aussi des richesses d'Algérie qui ont été exploitées et volées pendant 132 ans. Ma question, pourquoi il y avait pas, on ne trouve pas souvent des travaux sur cette question-là? Pourtant, elle est absente de débat public, soit en Algérie ou en France. Je vous rassure, il y a des travaux universitaires qui ont été menés en France sur la spoliation des terres et aussi au moment de la conquête sur la manière dont on a détourné en fait le trésor, mais aussi le processus de spoliation. Les universitaires français ont travaillé sur cette question. Encore une fois, le problème, c'est que ce savoir-là, il n'apparaît pas dans les débats de société lorsqu'on parle de l'Algérie. Voilà. Alors qu'effectivement, il y a un processus de spoliation et d'appropriation du trésor d'Alger, mais pas que, aussi des terres et des richesses de ce pays. Et la suite de ma question, pourquoi on peut comprendre ce silence en France, mais en Algérie, est-ce qu'ils ils ne parlent pas souvent de cette question? Et pourtant, ils ont tous les moyens pour poursuivre, pour obtenir gain, comme certains pays, par exemple le Bénin, le RCD, donc ils ont quand même obtenu gain de cette cause et il y a quand même des dommagements par rapport à cette question. Pourquoi cette question est absente en France qu'en Algérie? Sur les débats publics beaucoup plus, même si certains travaux, mais vraiment sont très minoritaires par rapport à d'autres travaux si on parle sur la mémoire. Alors, moi, je ne répondrai pas forcément à la place de mes collègues algériennes et algériens sur ces questions-là, mais ce que j'observe en tout cas à l'heure actuelle, c'est que la tendance en Algérie est à demander en fait beaucoup de comptes sur les questions liées au programme nucléaire.
la contamination des gens, la contamination de l'environnement. D'ailleurs, qui est une thématique aussi qui touche les armes chimiques, parce que derrière la question de l'emploi des armes chimiques, il y a aussi la question des atteintes environnementales et des effets sur la population. Donc ça, c'est des questions qui sont effectivement, qui sont posées en tout cas pour l'instant par le gouvernement algérien. Après, voilà, je ne m'engagerai pas à la place de mes collègues universitaires sur ces questions-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que la France, à l'heure actuelle, serait prête à entendre, en tout cas, et à concevoir, en tout cas, ces demandes d'indemnisation? Ça, c'est une vraie question. Après toutes ces erreurs et tous ces massacres, je me demande même, peut-être c'est à vrai ou à faux, je me demande si les Algériens n'étaient pas d'autres religions ou d'autres races, la France n'aurait pas commis ces atrocités. Pour les Palestiniens, je dis la même chose. Je dis, sont victimes peut-être de leur race et de leur religion. Avec toutes les modérations, je suis un homme très ouvert et très tolérant, avec toutes ces atrocités que je vois commises contre ces gens-là. Je me demande s'ils n'étaient pas de cette race ou de cette couleur, il n'y aurait pas un jugement, comme il dit la dame. Et voilà, la justice internationale, il poursuit Netanyahou. Et qui maintenant va arrêter Netanyahou? Je me demande même deux poids, deux mesures ou deux peuples et deux races. Merci beaucoup. Et c'est ma conclusion. Je n'en sais plus le droit international parce qu'il n'existe pas. C'est simplement une remarque sur la question de l'utilisation de la guerre d'Algérie en Israël. J'ai été à plusieurs reprises faire des conférences, notamment sur la guerre civile en Algérie. Les Israéliens regardaient de très près la guerre d'Algérie lors des deux intifadas, mais on en a discuté. Et ils avaient comme livre de chevet pour la première intifada le livre anglais qui est le grand livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelle Savage War of Peace, qui a été écrit par un historien dans les années 70. C'était leur livre de chevet. Et sur les méthodes utilisées par le colonisateur français en Algérie pour la dépossession des terres, de tout ça, les Israéliens s'en sont inspirés depuis 60 ans. Mais ça, c'est reconnu. Je veux dire, parmi les gens qui ça est reconnu, on le sait, voilà. Donc, bon, mais ça, c'est vrai. Merci. On arrive au bout de cette conférence. Tu avais peut-être une question, toi? Non? Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Et on peut applaudir du coup nos deux invités. Merci.